Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Au cours de la pire formation au jeu d'acteur à laquelle j'ai participé, l'ordure qui nous servait de professeur pratiquait entre autres le harcèlement moral sur ses élèves. Je suis allé voir l'une d'elles qui sortait de scène en larmes après s'être fait longuement hurler dessus et humilier, pour lui apporter mon soutien pour aller confronter le salopard. Elle m'a alors répondu en sanglotant que si le professeur avait agi ainsi, c'est que ça devait être pour son bien, et qu'elle n'envisageait pas de se défendre. J'ai alors porté mon indignation à l'attention du reste du groupe, presque tous m'ont répondu de la même manière, et expliqué que c'était ma réaction qui devait être inadéquate, puisqu'après tout je n'étais pas le professeur. Quoique très frustrante, cette situation s'explique par un biais cognitif assez redoutable, qui obscurcit notre jugement et dont les conséquences sont souvent dramatiques. Je veux parler bien sûr du biais d'autorité. En 1961, le psychologue Stanley Milgram propose l'expérience suivante. Un cobaye, qu'on appelle l'élève, est attaché à une sorte de chaise électrique. Oui, ça commence bien! Il doit mémoriser des suites de mots prononcés par un autre cobaye qu'on appelle l'instructeur. Les deux cobayes sont séparés par une cloison, mais s'entendent néanmoins distinctement. En cas d'erreur, l'instructeur est prié d'enclencher une manette, qui punit l'élève en lui administrant un choc électrique. Les premières erreurs sont punies par des décharges faibles, on part sur du 15 volts, assez pour le sentir passer quand même, mais à chaque nouvelle erreur, on ajoute 15 volts jusqu'à atteindre les 450 volts. Pour vous donner une idée, mettre les doigts dans la prise chez vous, c'est du 230 volts, et je vous le déconseille déjà fortement. Donc oui, du 450 volts, on est sur du très potentiellement mortel. Enfin, l'expérience est surveillée par un superviseur vêtu d'une blouse. Voilà, ça c'est l'expérience telle qu'on la présente aux cobayes. Je vous révèle maintenant ce qu'on ne leur dit pas. En réalité, les manettes n'actionnent aucun choc électrique, et l'élève n'est pas un cobaye, mais un complice qui fait semblant de subir les décharges déclenchées par l'instructeur. À partir de 75 volts, le complice se plaint de souffrir. Plus la tension grimpe, plus ses gémissements se transforment en cris, en supplications et en hurlements violents. Si bien que, la plupart du temps, le cobaye instructeur hésite à poursuivre l'expérience. Le superviseur le rassure alors, en lui disant assumer l'entière responsabilité de ce qui adviendra, puis il le prie calmement de poursuivre. Le but réel de cette expérience est de mesurer la proportion de cobayes qui se rebellent contre le superviseur et refusent de continuer l'expérience, contre la proportion de cobayes qui, au contraire, s'en remettent à l'autorité du superviseur et poursuivent l'expérience jusqu'au bout. Je vous laisse maintenant deviner la proportion de cobayes qui ont poursuivi l'expérience jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à croire infliger une décharge potentiellement mortelle de 450 volts à l'élève. Voilà, si l'expérience avait vraiment eu lieu telle qu'on leur a décrit, alors 2 personnes sur 3 auraient risqué de tuer l'élève uniquement parce qu'un mec en blouse leur a dit de le faire. Le biais d'autorité est notre tendance, lorsque nous sommes en présence d'une figure d'autorité que nous jugeons légitime, à adopter son opinion ou à exécuter ses instructions, même lorsqu'elles entrent en conflit avec notre propre jugement ou nos valeurs morales. En voyant le résultat de l'expérience de Milgram, on pourrait être tenté de se dire « Bon, c'est officiel, 2 personnes sur 3 sont des connards ». C'est pas du tout ça et il faut pas mal interpréter le résultat. Le biais d'autorité ne concerne pas 2 personnes sur 3, nous y sommes tous sujets. Ce qu'il faut comprendre, c'est que face à des situations similaires, nous avons tous en moyenne 2 chances sur 3 de nous faire avoir si on n'a pas conscience de ce biais. Et même en ayant conscience, ok, ça réduit un peu le risque, mais ça le réduit pas à 0, loin de là. Notre tendance à nous soumettre à l'autorité s'explique de plusieurs manières. Dès la préhistoire, les humains se sont regroupés en sociétés organisées et hiérarchisées, ce qui leur a permis de subsister et de prospérer en tant qu'espèce. On peut supposer que les humains incapables d'obéissance n'auraient pas pu prendre part à ces sociétés, ce qui les aurait désavantagés et empêchés de survivre. Notre tendance à l'obéissance aurait donc été un critère de sélection naturelle, dont nous aurions tous naturellement hérité aujourd'hui. De plus, nous consolidons cette tendance par l'éducation. Les enfants obéissent à une autorité parentale qui les protège, tant qu'ils ne sont pas capables d'assurer leur propre sécurité. C'est ce qui leur permet de survivre. Si on lâchait nos enfants dans la nature en espérant qu'ils se débrouillent tout seuls, je pense que très peu atteindraient l'âge adulte. Nous percevons des avantages concrets à suivre les directives que nous dicte une autorité, comme par exemple le fait de ne pas subir de représailles. C'est une des raisons pour lesquelles généralement on obéit aux lois, parce que si on les enfreint, on risque d'être pénalisé. De plus, si le plus grand nombre obéit à l'autorité, alors y désobéir revient à se marginaliser.
Or, comme nous l'avons vu à l'épisode 6, nous avons au contraire une tendance naturelle au conformisme. Nous y sommes poussés par notre crainte du jugement des autres, par manque de confiance en nous, et pour ne pas être exclus du groupe. Enfin, en obéissant à une autorité qu'on juge légitime, plus ou moins consciemment nous nous rassurons. D'une part en nous persuadant que ces directives sont probablement bien fondées. En d'autres termes, on associe intuitivement une qualité exagérée à l'avis de l'autorité, de sorte qu'on croit prendre un risque plus grand en le contredisant. Et d'autre part, en nous persuadant que si on se trompe, alors ce ne sera pas notre faute, puisque nous n'avons pas suivi notre avis, mais celui de quelqu'un d'autre. On croit se soulager ainsi du poids de la responsabilité. Sauf que bien sûr, c'est une erreur de raisonnement. Si on suit l'avis de quelqu'un d'autre alors qu'on peut suivre le nôtre, ça reste par choix conscient, et donc notre responsabilité. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux individus ont participé, directement ou indirectement, à des atrocités, en dépit de leur valeur morale. Bien sûr, dans de nombreux cas, ils y étaient forcés et n'avaient pas d'alternative. On peut très bien concevoir, par exemple, qu'un père de famille choisisse d'obéir pour ne pas condamner à mort sa femme et ses enfants. Mais dans certains cas, les individus n'étaient pas fortement contraints de prendre part à de tels actes. Ils auraient pu s'y soustraire de la même manière qu'il était possible aux cobayes de Milgram de ne pas poursuivre l'expérience. Mais du fait de leur biais d'autorité, ils n'ont même pas envisagé sur le moment de désobéir. Évidemment, le biais d'autorité nous influence encore aujourd'hui. Et puisqu'il est connu, certains cherchent souvent à s'en servir pour nous influencer. On retrouve ça notamment dans la publicité. Savez-vous qu'un Français sur deux a des problèmes de gencives ou de dents sensibles? Bertrand, vous êtes dentiste, qu'en dites-vous? C'est une réalité, Mac. Bon cette pub c'est un cas d'école, présenté par Mac Lesguy, animateur de la célèbre émission de vulgarisation E = M6, donc grosse crédibilité scientifique. Et au cas où ça suffirait pas, ils nous ont quand même casé ce bon vieux Bertrand, dentiste basé à Londres, même si là pour le coup je vois pas le rapport avec la choucroute. En vrai, c'est pour des raisons légales. Les praticiens exerçant en France ont pas le droit de faire de la publicité pour pas contrevenir à la déontologie. Alors du coup, on va les chercher à l'étranger. Pas étonnant qu'Oral-B soit la marque de dentifrice la plus utilisée par les dentistes. Oui, ok, si tu veux, Mac, mais bon, ton sondage réalisé sur 200 dentistes en France sur les quelques 40 000 en activité, toi-même tu sais qu'il prouve pas grand-chose. Déjà, on sait pas si 200 dentistes ont été interrogés ou si 200 dentistes ont répondu au sondage. Quand bien même les 200 auraient répondu, j'ai fait le calcul, pour un niveau de confiance de 95%, ça fait une marge d'erreur de 7%. Ce qui veut dire que si par exemple 20% des répondants utilisent Oral-B, mais que 18% utilisent, imaginons, Signal, alors du fait de la marge d'erreur, on ne pourrait pas conclure qu'Oral-B soit la marque de dentifrice numéro 1 utilisée par les dentistes. Bon, là encore c'est gentillesse, c'est juste une petite pub. Mais aux États-Unis, par exemple, il existe l'émission de téléachat The Dr. Oz Show, où un docteur diplômé, apparaissant parfois en blouse, fait la promotion de suppléments nutritionnels prouvés inefficaces, voire pour certains potentiellement dangereux. Il n'a jamais vraiment été inquiété pour ça, et pour la petite histoire, le bon Dr. Oz est même entré à la Maison Blanche comme conseiller au sport, à la nutrition et à la santé, sous l'administration Trump. En criminalité, il existe le coup ultra classique des braqueurs qui se font passer pour des policiers pour tromper leurs victimes, par exemple pour s'introduire chez eux. Et vous connaissez sûrement la variante en ligne de ce truc-là, qu'on appelle le phishing, qui consiste à se faire passer pour votre banque, le fisc, la poste ou je ne sais quoi d'autre, pour vous pousser à divulguer vos identifiants ou vos informations de paiement. D'ailleurs, sans déconner, parfois les mecs sont plutôt convaincants. Je me suis fait avoir comme ça une fois, je reçois un SMS de la poste qui me demande de payer le droit d'affranchissement sur un colis en provenance de l'étranger. Or, pas de bol, il se trouve qu'à ce moment-là j'étais pressé, et qu'en plus j'attendais vraiment un colis de l'étranger sur lequel je m'attendais à payer des droits. Heureusement, j'ai eu un doute juste après avoir renseigné mes informations de paiement, et après avoir vérifié l'adresse du site web, j'ai vu que ça clochait. J'ai tout de suite fait opposition à ma carte et ils ont pas eu le temps de l'utiliser. Mais quand même, j'étais vexé de m'être fait piéger. Il arrive souvent que certains se servent de leur titre pour convaincre les autres de leurs opinions sur des sujets sur lesquels ils ne sont pourtant pas compétents. Je vous conseille de tout miser sur le rouge. Attendez, vous pouvez me faire confiance, je suis expert en biologie sous-marine quand même. J'exagère à peine, entre les neurochirurgiens qui vendent des bouquins sur l'éducation des enfants ou les pharmaciens qui donnent des conférences payées pour propager des délires anti-vax, de loin on pourrait vaguement penser que leur titre leur confère une légitimité à parler de ces sujets. Mais en réalité c'est pas du tout leur métier, ils le détournent pour gagner de l'argent ou de la notoriété, ou simplement pour avoir raison sur les réseaux sociaux. Or c'est très irresponsable, parce que ça peut avoir des conséquences graves. Au début de la pandémie, énormément de spécialistes se sont succédés sur les plateaux télé pour formuler leurs recommandations ou leurs prévisions perso à propos d'un virus dont à l'époque on ne connaissait rien. En abusant de leur figure d'autorité et en posant comme certaines des suppositions totalement infondées, ces gens ont créé de la confusion qui a perturbé la gestion de crise et mis énormément de vies en danger.
On se fait piéger par l'argument d'autorité lorsqu'un avis suffit à nous convaincre uniquement parce qu'il a été prononcé par telle ou telle personne. Cela dit, qu'une autorité réputée compétente formule un avis sur un sujet, c'est une information qu'il ne faut pas jeter à la poubelle. On doit en tenir compte, mais à sa juste valeur. Et cette juste valeur, il nous faut l'évaluer. D'une, en vérifiant la pertinence de l'autorité concernée vis-à-vis du domaine dans lequel elle s'exprime. L'avis d'un footballeur célèbre concernant la gestion d'un conflit géopolitique complexe par exemple, n'est pas forcément inintéressant, mais il sera probablement moins éclairé que celui d'experts en la matière. De deux, en éprouvant le raisonnement de l'autorité par lequel elle aboutit à sa conclusion. Même sans être expert dans un domaine, il est possible de détecter lorsqu'une argumentation repose sur des sophismes ou ne tient pas la route. Même les meilleurs experts ne sont pas à l'abri de faire des fautes de raisonnement. Et de trois, en confrontant si possible cet avis à celui d'autres autorités, de préférence indépendantes les unes des autres, mais toutes également pertinentes sur le sujet. Si un scientifique dans un pays tombe sur un résultat, mais que la majorité des autres scientifiques dans les autres pays en trouvent un autre, alors il faut remettre en question la conclusion de ce scientifique. Personnellement, je ne compte plus le nombre de fois où on m'a dit « Ah oui, mais moi j'ai un ami qui est épidémiologiste ou virologue et qui dit je sais pas quoi à propos du Covid ». C'est typiquement le genre d'argument auquel il ne faut pas accorder de crédit, parce que l'avis d'un virologue ou d'un épidémiologiste ne fait pas un consensus scientifique. Je vous renvoie à ce sujet à l'épisode 16, où on avait déjà largement parlé de ça. N'empêche, c'est incroyable, littéralement, le nombre de gens qui se sont trouvés pendant la pandémie des amis épidémiologistes ou virologues pour appuyer leurs propres opinions. Pour finir, nous devrions nous abstenir nous-mêmes de propager des arguments d'autorité, en ne partageant pas, notamment sur les réseaux sociaux, l'avis d'un tel uniquement parce que c'est un tel, mais parce qu'on l'a évalué objectivement comme on vient de le voir. Et oui, je vous l'accorde, ça fait beaucoup de boulot, et on n'a jamais dit que c'était facile. Mais ça vaut le coup parce que c'est ce qui nous permet d'approcher la vérité. Vérité dont nous avons besoin pour prendre des décisions éclairées, et pour nous assurer que nos actions servent bien la poursuite de notre bonheur. Certains cobayes de l'expérience de Milgram, parmi ceux qui ont cru administrer un choc potentiellement mortel à l'élève, en sont ressortis profondément bouleversés. Et ce, même après qu'on les ait rassurés quant au fait que l'élève n'était qu'un acteur et qu'il ne recevait pas réellement de décharge. Ils ont été sujets à énormément de remords quant à leur conduite durant l'expérience. Il n'est donc pas surprenant qu'après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux individus soient restés irrémédiablement traumatisés par les actions qu'ils ont commises, au point pour nombre d'entre eux de sombrer dans l'alcoolisme, la drogue dure, la dépression ou encore la folie. Le plus dur pour ces personnes étant de reconnaître après coup qu'elles auraient pu agir autrement, et de regretter de ne pas l'avoir fait. C'est là un malheur terrible, et c'est pour ça que je recommande de nous en prémunir. De manière générale, nous voulons éviter d'être manipulés au point d'agir contre nos intérêts ou contre nos valeurs morales. Nous devrions toujours nous assurer d'agir pour de bonnes raisons. Ni par obéissance aveugle, ni par peur d'être pénalisé, ni par flemme de réfléchir par soi-même, mais au contraire en prenant librement la responsabilité de chacune de nos actions, qu'elles nous aient été dictées ou non. Autrement dit, il ne devrait jamais arriver qu'on fasse quoi que ce soit sans savoir expliquer pourquoi on l'a fait. On l'a vu, c'est en prenant nos responsabilités que nous affirmons qui nous sommes et que nous gagnons notre liberté, qui elle-même est une condition de notre bonheur. Voilà, il me semble avoir fait le tour, j'espère que cette vidéo bonus vous a plu. Personnellement, c'est un sujet qui me tient très à cœur, parce que le biais d'autorité me paraît l'un des plus redoutables qui soit. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques en commentaire, et surtout ce que je voudrais vous proposer, c'est que si vous avez connu des situations où le biais d'autorité vous a piégé, vous ou quelqu'un d'autre, eh bien n'hésitez pas à les partager, de sorte à en faire profiter tout le monde. Ce biais peut prendre plein de formes différentes, et plus on voit de cas de figure, mieux on apprend à le reconnaître. Voilà, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.